Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Alors, Alexandre Moranville-Ouellette aux nouvelles. C'est une semaine cruciale vraiment pour les négociations commerciales entre le Canada et les États-Unis. Dans à peu près 8 jours, on a cette menace de nouveaux tarifs de 50% qui nous plane au-dessus de la tête. Et dans ce contexte-là, on se dit, est-ce que ce serait le temps de faire certaines concessions, notamment ramener peut-être l'alcool américain sur les tablettes de la SAQ? Ouais, parce qu'on avait laissé flotter ça du côté du gouvernement de Mark Carney, de encore une fois assouplir certaines mesures, voire carrément les annuler après la taxe, par exemple, sur le contenu numérique qui avait été assouplie, après plusieurs mesures aussi qui ont été enlevées. Ben là, on parle de ramener l'alcool américain sur les tablettes des différents distributeurs au travers des provinces. Le petit problème, c'est que c'est pas une compétence fédérale. Choisir ce qui va sur les tablettes, c'est une compétence provinciale. Donc Mark Carney parle au travers de son chapeau en disant ça, et c'est Christine Fréchette, notre première ministre, qui a voulu le rappeler. Hier, en marge du Grand Prix de Trois-Rivières, s'est fait poser des questions dans un point de presse par rapport à tout ça, puis a dit, regardez, moi je suis prête à envisager un retour des alcools américains, mais ça prend des bénéfices économiques pour le Québec. En ce moment, on est une des provinces, c'est pas la province la plus touchée par les tarifs américains. Pensons entre autres à l'aluminium qui échappe un peu à ce qui est sous l'ACEUM, ce qui fait en sorte qu'on est très tarifé. C'est au Québec qu'on fait pas mal le plus d'aluminium au pays. Et là, on veut qu'il y ait une entente donc là-dessus tout particulièrement, ou encore sur tout ce qui est produit québécois particulier. Bon, pour l'instant, on est toujours avare de détails. Monsieur le ministre Leblanc, on l'entend toujours dire, ça va bien, négociations, moi je dors la nuit, je souris, la vie est belle. On n'a jamais de nouvelles par rapport aux négociations elles-mêmes. Qu'est-ce qui se passe? Bref, reste à voir exactement ce qui va se passer, mais ça demeure un levier quand même qui pourrait être utilisé. On sent sur le terrain qu'il y a quand même une accélération des pourparlers. Quand on voit Dominique Leblanc, pratiquement pas défaire sa valise... il est rendu qu'un loyer là-bas. Oui, non, c'est ça. Quand on le voit multiplier les séjours dans la capitale américaine, multiplier les rencontres, et il est très avare de commentaires. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes lignes. Il ne veut pas dire le mot qui va faire, par exemple, déraper les négociations. Alors, d'une part, on sent que les choses s'accélèrent. D'autre part, moi, j'ai encore le même questionnement qu'au cours des dernières semaines. C'est-à-dire que dans une négociation, j'en conviens, il faut qu'il y ait des concessions, mais de part et d'autre. Là, le problème, c'est que les concessions viennent juste d'un côté. Alors là, on comprend puis on le sent dans les déclarations du président américain, le fait que le Québec, l'Ontario, qu'on ait retiré les bouteilles d'alcool américain des tablettes, on sent que ça les a piqués, on sent que ça les a fatigués. Encore là, si on fait cette concession-là de les remettre sur les tablettes, il faut que tu me donnes quelque chose en retour, Donald. Si tu me donnes rien en retour, je vois pas pourquoi je ferais cette concession-là. T'sais? Après ça, vous allez me dire, oui, mais supposons qu'on les remet sur les tablettes. Nous, comme consommateurs, on a encore notre mot à dire là-dessus. Vous pouvez, moi, je peux aussi dire, quand je vais aller faire mes emplettes à la SAQ, ça se peut qu'elles restent là, les bouteilles, sur les tablettes. Dans les derniers mois, en tout cas. Je sais pas si c'est votre cas, mais c'est mon cas. On a trouvé parfois certaines alternatives, encore mieux des alternatives québécoises. Oui. Rien qui nous empêche de garder nos bonnes habitudes là-dessus. Mais une chose est sûre, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Est-ce qu'on est face, encore une fois, à une menace du président américain qui, à la toute dernière seconde, va faire un tac au Trump de lui-même, Trump always chicken out, Trump qui recule toujours à la dernière minute, et redonner une autre extension. Ça aura été une stratégie de négociation utilisée plein de fois par le passé et elles seront probablement utilisées encore dans le futur pour essayer ultimement de mettre son interlocuteur à genoux. Il a toujours négocié comme ça. Quand il faisait de la business, quand il faisait des projets immobiliers, c'était toujours ça. Il attendait par exemple que un entrepreneur était pratiquement au bord de la faillite, le payait pas, jusqu'à la dernière minute étirer les recours, puis après ça, je vais te payer 50 cents dans la pièce. Puis là, l'entrepreneur, lui, il est à genoux, il n'a pas le choix, il va perdre sa business. Fait que souvent, il acceptait 50 cents dans la pièce. Après ça, Donald Corleone était mort de rire, lui. Il était crampé. Alors, les prochains jours vont être extrêmement, extrêmement importants. Et je pense que Mme Fréchette, fait bien de garder ses options ouvertes et disponibles, mais fait bien aussi de rappeler que
c'est le Québec qui va avoir le dernier mot là-dessus. Ouais. Là. C'est pas Mark Carney. Mark Carney qui est en vacances d'ailleurs cette semaine. Oui. Il est en vacances en Italie. Oui, on reste en Italie. Oui. Il y a de la misère à rester au Canada, hein? Et notre premier ministre aime beaucoup voyager. Même Oui. en vacances, Oui, le là, fun. c'est dur Oui. pour lui de rester ici. En plein milieu d'incendies massifs dans l'ouest Oui. du pays. C'est un bon moment pour les vacances, je sais pas. Mais il va rester près de son cellulaire, ça a l'air. Ben, j'espère. C'est le bruit qui court. Puisque tu me parles des incendies, parce que ça, c'est l'autre nouvelle majeure du Mais jour. c'est l'horreur, ça. C'est en Colombie-Britannique, sincèrement, c'est terrible. Là. État d'urgence. Là, il y a plusieurs francophones, plusieurs Québécois qui sont dans la vallée de l'Okanagan, qui sont vraiment là sur le qui-vive, prêts à évacuer leur domicile. Il y a même dans les dernières heures quelqu'un qui a perdu la vie. Là, c'est terrible. Femme de 80 ans, officiellement devenue la première victime là, des incendies de forêt là, du côté de la Colombie-Britannique. Semble-t-il que c'est en tentant de quitter son domicile avec un membre de la famille. Évidemment, on lui demandait d'évacuer. Il y a au-dessus de 20 000 personnes depuis vendredi qui ont dû être déplacées. Elle en faisait partie là, dans la localité de Meadow Valley et elle serait décédée subitement. Bon, est-ce que c'est relié directement au feu de forêt ou encore peut-être au stress là, de devoir se déplacer comme ça d'urgence? Évidemment, on va établir un peu plus tard là, du côté des autorités exactement ce qui s'est passé. Ça fait des jours aussi qu'Environnement Canada émet des avertissements pour la qualité de l'air orange. C'est très, très rare qu'il y ait ça, puis ça fait des jours que ça perdure dans ce coin-là. Ouais, puis là, c'est que c'est parti, là, il y avait déjà là, quelque chose comme une centaine d'incendies de forêt actifs dans l'ensemble de la province. Mais là, il y en a un qui s'est déclenché, là, lui, près du lac Okanagan, là, vendredi. On est à 15 km à peu près de Summerland. On a dû évacuer tout ça. Il y a même là, une cinquantaine de personnes qui étaient isolées, imaginez-vous donc, par les feux de forêt. Et là, il a fallu aller les chercher par voie aérienne, avec des hélicoptères et autres, parce que sinon, il était entouré d'un mur de feu. Imaginez la panique de ces gens-là. Heureusement, là, il n'y a pas d'autres décès de vie humaine que cette femme de 80 ans, mais c'est assez fou. Là. On a déjà à quelque chose comme 4 millions d'hectares qui ont brûlé là, de forêts un peu partout. Pensez à 2023, c'est une année record. Le bilan total, c'était 18 millions d'hectares. Donc, on voit là des incendies qui se multiplient, les vents aussi qui sont très forts, qui vont continuer à les pousser vers les localités. Puis ça, on parle pas pendant ce temps-là de tous les incendies qui sont dans des zones non habitées. Hein, il y en a plein dans l'ensemble du Canada, mais on n'a pas les ressources matérielles, humaines pour aller éteindre ces incendies-là. Eux, on les laisse brûler. Pendant ce temps-là, on s'occupe de ceux qui sont près des installations humaines. Mais ça va être un bilan encore cette année catastrophique. Mais les images sont saisissantes. Puis si je regarde le périmètre même de qualité de l'air, le Whistler jusqu'à Jasper, Kenmore, le périmètre est tellement large puis il n'y a rien qui bouge. Ça fait des jours, on dit 24-48 heures, puis on ne fait que prolonger les avertissements. C'est quelque chose pour ceux qui vivent là. Ouais. Il y a des gens un peu sceptiques quand on parle des impacts des changements climatiques, là, puis qu'on sort toutes sortes d'études en disant, regardez, il va y avoir X nombre de vies qui vont être perdues de plus chaque année. Puis les gens, ben voyons, il va juste faire chaud, on va mettre de la clim. Non, c'est ça les impacts directement. C'est la qualité de l'air dans les poumons des gens qui vivent là dans 10, 20, 30 ans. Qu'est-ce que ça va donner comme bilan? Qu'est-ce que ça va faire aussi, ces incendies puis ces saisons de feux de forêt qui sont toujours de plus en plus intenses? Comment on va adapter notre façon de les apprivoiser, tu sais, comme pompiers? Comment on va établir la stratégie pour en venir à bout? C'est ça aussi. Je dirais dans la vie, j'ai plus tendance à écouter les scientifiques que les gens qui disent « Ben voyons donc, je dirais qu'en termes de crédibilité... Mais cet été, c'est l'événement marquant, ouais. là, les incendies de forêt. Pensons à ce qu'on a vécu en Europe, là, que ce soit en France, en Espagne, en Grèce. Ouais. Écoute, en Grèce, là, ces temps-ci, là, c'est épouvantable. C'est pas fini, Chez ouais. nous, c'était le cas. Bon, à un certain moment, c'était l'Ontario. Un peu au Québec, quoi qu'on a été, comparativement à 2023, là, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Mais ce qui se passe présentement en Colombie-Britannique, là, c'est vraiment majeur. On va revenir chez nous pour parler un peu de politique, parce que là, on sent que les choses se mettent en branle de plus en plus. On est vraiment en pré-campagne électorale. Et il y a eu toutes sortes de publicités qui ont fait leur apparition, notamment des panneaux publicitaires de la part du Parti québécois et des publicités télé, audio, visuelles pour la CAQ qui met de l'avant notamment l'économie et le coût de la vie. On commence à s'échanger des coups le lendemain, mais sûrement du côté des partis ici au Québec, parce que la date du 5 octobre, même si c'est moins drôle que 5 août, mi-août, etc.,
mais ça s'en vient quand même extrêmement rapidement. Et là, premièrement, c'est des affiches du côté du PQ dévoilées aujourd'hui qui vont être partout. Là. On est à Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Montréal. On dit un gouvernement fait ce qu'il dit, un gouvernement dit ce qu'il fait. Évidemment, on fait référence à la coalition Avenir Québec. On l'a accusé du côté du PQ là, de multiples reprises de pas avoir suivi tous ses engagements des 8 dernières années. Donc après le sandwich moisi, c'était une autre publicité du Parti québécois au mois de mai qui attaquait directement la CAQ. On sort les dents à nouveau, puis on revient à la charge avec d'autres affiches. En même temps, en parallèle, coalition Avenir Québec, puis je dis la CAQ, mais j'ai pas l'impression que c'est la CAQ. Il n'y a pas le logo nulle part dans le pub. On a reparti ça, c'est un nouveau nom, Alexandre? L'équipe Christine Fréchette, excusez-moi, qui arrive avec des publicités vidéo aujourd'hui. Les tarifs douaniers puis les guerres, ça fait monter le prix de plusieurs produits du quotidien. Quand le prix de l'épicerie, de l'essence, du logement augmente tous en même temps, les familles le ressentent durement. C'est pour ça que j'ai choisi d'agir sur l'accès à la propriété, les services de garde puis le prix de certains aliments. Et donc, on entend Christine Fréchette, on la voit également, là, qui parle avec toutes sortes d'images, de ses annonces, de ses promesses, de tout ce qu'elle a fait là, depuis qu'elle a repris là, le manteau de François Legault. À voir, ça va avoir l'impact désiré, mais comme je disais, moi, ce que je retiens, c'est qu'à la fin, il est écrit « Équipe Christine Fréchette » sur la même couleur bleu poudre qu'on nous a habitués avec la coalition Avenir Québec. Disons qu'on continue à pousser le nouveau branding, Alex. Oui, mais ça, c'est pas étonnant, effectivement. Tu sais, qu'on reparte ça pratiquement sur un autre nom, puis tu sais, ils voudront pas l'avouer, ils vont quand même être plus nuancés que nous là-dessus, mais on voulait effectivement qu'il y ait une espèce de fracture, une cassure, qu'on laisse le passé dans le passé et qu'on essaie de se tourner vers l'avenir. Là, on avait vendu des nouveaux candidats, une équipe revampée qui mixe expérience et sans nouveau. Ben ça fait partie de l'image en politique. C'est un outil extraordinaire. Maintenant, j'ai quand même hâte de voir, ça donne un peu le ton. Là. Moi, j'ai l'impression que la question de l'urne de la prochaine élection sera économique, sera sur le coût de la vie. Vous nous en parlez à tous les jours, que ce soit le pouvoir d'achat, l'ascension à la propriété, à l'épicerie, etc. T'sais, on reçoit des messages et on essaie toujours d'aligner aussi l'émission sur vos intérêts, vos priorités. Alors ça, on le sent très bien. Et ce sera la formation politique qui va vous parler le plus là-dessus, qui va venir vous rejoindre, qui va ultimement marquer des points. C'est bien fait, des publicités quand même efficaces de la part de la, faut appeler la coalition maintenant. J'étais pour dire la CAQ, j'étais pour dire la CAQ. Bon, je peux encore dire la CAQ. C'est l'ECH, l'équipe Christine Fréchette. C'est ça. Et pour ce qui est du Parti québécois, je dois vous avouer que la publicité précédente avec le vieux sandwich moisi m'avait beaucoup fait rire. Moi aussi. J'avais trouvé ça, c'était original, c'était quand même bien fait. Ça dénonçait le fait qu'on avait rebrassé un peu des ingrédients, passé date dans certains cas. Après ça, on nous sert le même vieux sandwich. Bon, dans ce cas-ci, on veut vraiment jouer sur le fait des promesses brisées de la coalition, un long règne, 2 mandats où on a laissé miroiter plein de choses aux électeurs qui ne se sont pas nécessairement matérialisées. Est-ce que ça marquera autant les esprits que le sandwich? Je suis pas convaincu. Près de 1100 garderies en milieu familial, Alexandre, forcées de fermer ou de réduire leur offre dès le 1er septembre. Ouais, de bien mauvaises nouvelles là, qui parviennent là, du ministère de la Famille du Québec. Là. À partir du 1er septembre 2026, c'est à peu près 1100 garderies en milieu familial là, qui vont devoir soit fermer leurs portes, soit réduire leurs activités, le passer d'un maximum de 6 à 2 enfants là, à l'intérieur de la ressource familiale. Tout ça, parce qu'ils n'ont pas obtenu leur reconnaissance gouvernementale à temps. Bon, en 2022, quand même, on avait déjà annoncé déposer le projet de loi 1. Ça exige que les garderies, justement, qui sont dans des milieux familiaux, aient une reconnaissance gouvernementale d'ici la rentrée 2026, donc 1er septembre prochain. Et là, le problème, il est double. D'un côté, oui, il y a beaucoup de garderies qui n'ont pas réussi à l'obtenir. Il y en a beaucoup qui n'ont pas réussi à l'obtenir à cause des délais administratifs. Et c'est ça qui est dénoncé. Là. Plusieurs garderies qui ont parlé à nos collègues de l'agence QMI en disant « nous, on est dans le pipeline. Là. On attend. Là. Le processus est en cours. » Mais ça va pas assez vite, puis nous, on va être obligé de fermer nos portes parce que on se sera pas rendu à temps. Du côté du ministère de la Famille, on dit non, les délais, c'est les instances locales puis leurs ressources. Nous, on va pas intervenir pour accélérer quoi que ce soit, nulle part. C'est aux gens à avoir soumis ça plus tôt. On parle d'à peu près 5000 enfants qui seraient touchés partout au Québec. Oui, ça va être tout un casse-tête, effectivement, là, pour ces familles-là. Un mot sur les célébrations de la fierté, parce que à Montréal, on avait resserré notamment les mesures de sécurité avec ce qui s'était passé notamment en Allemagne.
Allemagne. Et pendant ce temps-là, au Québec, c'était à Val-David, dans les Laurentides. Il y avait eu toutes sortes de vandalisme, drapeau de la fierté qui avait été vandalisé dans les derniers jours. On a quand même célébré la fierté là, hier. Ça se termine sur une note positive. Là. C'est ce que à la fois l'organisateur là, de cette fête de la fierté et le maire là, de Val-David, M. Jean-Claude Rochelot, ont souligné là, après l'événement qui a réuni à peu près là, 80 personnes. Ça s'est bien passé, bonne ambiance, musique, etc. T'sais, le soleil en plus était au rendez-vous pour la majorité de la journée. Donc bonne nouvelle, mais une bonne nouvelle qui suit puis est teinté un peu là, de cette mauvaise séquence dans laquelle 5 fois le drapeau arc-en-ciel, le drapeau de la fierté, qui avait été hissé au mât de la gare justement de la municipalité, a été vandalisé, arraché, déchiré, brûlé. Il y a une ou plusieurs personnes, mais clairement qui sont remplies de haine puis qui avaient envie là, de la faire savoir de cette manière-là. On voulait justement là, venir éteindre tout ça puis remettre une bonne ambiance puis un sentiment de sécurité chez cette communauté. Mais moi, ça me fait un pincement au cœur de savoir qu'on doit faire ça, qu'on doit resserrer des mesures de sécurité, on dirait qu'on a fait tellement de pas en avant, mais qu'on recule puis qu'il y a certains individus qui sont remplis de haine, mais pas juste qui sont haineux chez eux, dans leur sous-sol, sont haineux en public puis ils tiennent des actions directes. Scène culturelle, Isabelle, Tupac qui revient dans l'actualité, un procès qui sera suivi. Oui, aujourd'hui à Vegas, 30 ans après le décès du populaire rappeur Tupac Shakur. C'est un ancien membre de gang, Dwayne Keefe D. Davis. C'est l'ancien leader des Southside Compton Crisp qui aurait commandité le meurtre de Tupac Shakur qui commence aujourd'hui son procès. Il a plaidé non coupable, mais ça va durer un bon mois. Là. Si on se remet dans le contexte de 1996, Tupac est assis derrière sur le côté passager d'une BMW. On est le 7 septembre 1996. Il arrive de voir le combat de Mike Tyson et celui qui conduit, c'est le cofondateur des Dead Row Records. Il est au volant. Ils sont sur la strip à Vegas. Ils se dirigent vers une boîte de nuit parce que Tupac doit donner un concert. Puis à un moment donné, il y a une Cadillac blanche qui arrête à peu près à la hauteur de la BMW noire. Il y a des tirs qui atteignent Tupac. Il est transporté à l'hôpital où son décès sera constaté le 13 septembre. À la suite de ça, on n'a jamais su finalement qui était dans l'auto. Ils étaient 4, 3 sont décédés aujourd'hui, mais il reste le leader de cette gang-là, le Dean Keefe D. Davis, qui aurait commandité. À l'âge de 63 ans, il a été arrêté en 2023. Il a plaidé non coupable, mais risque la prison à perpétuité. Ça reste une histoire qui a fait couler beaucoup d'encre parce que Tupac Shakur est décédé à 25 ans. C'était l'un des plus influents dans le monde du hip-hop. Il représentait aussi la guerre entre le côté Est, le côté Ouest, le East Side, West Side. C'était très populaire dans le temps. Et puis... on veut essayer d'élucider ça. C'est le seul aujourd'hui qui pourrait mettre la lumière. On saura probablement jamais qui a appuyé sur la gâchette, qui a tiré les coups mortels contre Tupac, mais on pourrait établir le lien entre le commanditaire du meurtre. C'est l'un des cold cases les plus populaires aux États-Unis qui a jamais été résolu finalement. Un mois, ce procès-là, ça commence aujourd'hui. 30 ans plus tard, c'est quand même fascinant que ça revienne comme ça. Et un mot de sport, Alexandre, c'est terminé pour Leila Fernandez à Toronto. Et terminé pour le Canada là, dans les simples du côté des deux volets de l'Omnium Banque Nationale à Montréal et à Toronto. Elle qui avait vaincu là, juste avant la 5e raquette mondiale, mais contre Naomi Osaka, elle n'a pas été de taille finalement. Elle s'est fait battre là, 6-4, 6-4. Elle avait pas perdu un set avant ça dans les 2 autres rencontres qu'elle avait menées. Mais cette fois-ci, trop de balles dans le filet qui l'ont beaucoup pénalisé. De l'autre côté, la japonaise, elle, était là dominante, elle a réussi presque tous ses coups. Bref, elle va aller affronter en quart de finale Elena Rybakina, qui est évidemment des favorites, elle aussi. Mais bon, quand même, pour Leila Fernandez, c'était en demi-teinte. Elle a tenu un point de presse en disant oui qu'elle était déçue, mais qu'elle veut continuer à se rendre à Cincinnati, gagner encore. Isabelle, dans la messagerie, puisqu'on parlait en début d'émission de l'arrivée d'Ashton à Montréal, puis là, ça a relancé le débat sur où est la meilleure poutine. Et puis là, il y a plusieurs suggestions. Belgo à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, ça a été très populaire parce qu'ils sont présents sur TikTok. Le casse-croûte 125 ou chez Hugo, meilleure poutine des Laurentides. C'est Jérôme qui nous dit ça. Poutine avec rajout de saucisse hot dog coupé dans la saucisse à hot dog, OK. Puis des oignons pour Marc de Mirabel. Oui, ça te bien avec Alex. Donc, chez Costco, ça a l'air qu'il n'est pas pire aussi. Ah oui? Mais chez Costco, il me semble que c'est pas ça qui est plus populaire. La poutine chez Costco. Moi, je garde mon choix. Fromagerie Victoria.